envoie-nous toujours des prophètes. Je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier. Mais quand tu enverras un prophète après moi, donne à nos enfants de le reconnaître, car la plus grande bénédiction sur la terre, c'est le prophète vivant. De même qu'en son temps, les élus ont reconnu Moïse. De même qu'en son temps, les élus ont reconnu Jérémie. De même qu'en son temps, les élus ont reconnu les prophètes. De même que lorsque tu étais sur la terre, les élus t'ont reconnu. De même qu'aujourd'hui, les élus vivant dans ce temps m'ont reconnu. Fais en sorte qu'après moi, lorsque tu enverras des prophètes sur la terre, nos enfants puissent les reconnaître. C'est ma prière, Seigneur. Accorde-nous cela, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Application Prophète Kakou Philippe, officielle pour Android et iPhone. Des photos et vidéos, des chants et prédications, tout le message du prophète Kakou Philippe dans une seule application gratuite. Tu aimes Dieu, tu es à la recherche du salut, quelle que soit ton appartenance religieuse, l'application Prophète Kakou Philippe. Et voilà, comme annoncé, vous étiez très nombreux déjà à nous écrire parce que vous attendez ces débats dans votre émission Au Centre. Ici, nous sommes la PS TV, nous faisons l'effort d'analyser les grandes lignes avec ceux qui font l'actualité. Je suis sur ce plateau déjà avec les doyens, M. Norbert Yamba, cadre de l'UDPS. Il est panafricaniste, il est là avec nous. Lui, c'est aussi un esprit. M. Norbert Yamba, soyez le bienvenu. Merci. Merci pour l'invitation. Merci pour la circonstance que vous m'offrez en étant en face à face avec des compatriotes. Je pense que nous allons aider le pays à avancer dans certains domaines qui font faire l'objet de discussions aujourd'hui. Voilà. Également, sur ce plateau, il y aura la présence de M. Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECD. Également, M. India Omari, cadre du PPRD, ancien DG de l'OGEFRAM, sous régime de Joseph Kabila. Dans quelques minutes, ils feront les rentrées sur ces plateaux. Mais cela ne nous empêche pas de commencer cette émission car on est en direct. Les temps, c'est les temps. Monsieur Norbert Yamba, c'est vrai, avec vous, nous allons plutôt parler de ce programme de Samalou Kondé, chiffré à 36 milliards d'ici 2023. Ce programme fait couler beaucoup d'encre et salive. Est-ce que ce programme, c'est un programme réel? C'est un programme qui rencontre le besoin voulu de la population congolaise en général. Nous allons les analyser avec les autres sur ce plateau. Mais quand vous êtes déjà là, commençons par cette question. Je vous ai présenté panafricaniste. Monsieur Norbert Yamba, l'Afrique est en train de pleurer. Il y a des présidents qui tombent, il y a la dictature qui s'impose. Pensez-vous que dans l'Afrique devait copier le modèle des Occidentaux ou l'Afrique devrait plutôt avoir sa propre politique et sa ligne à suivre? Bonne question. Il faut dire que, cher ami, si aujourd'hui j'ai voulu et j'ai choisi véritablement d'être panafricaniste, c'est parce que j'ai observé la société. Je me suis promené à travers l'Afrique, en tout cas sur les 54 pays, et j'ai visité au moins 47. J'ai trouvé la même chose. Quelques différences près. Au niveau de l'Afrique du Nord, où on retrouve les Maghrébins, mais partout en Afrique subsaharienne, la situation est très dramatique. La situation est très très difficile. La pauvreté est la caractéristique principale. Cependant, on a appliqué pas mal de politiques. Vous vous rappelez, dans ces pays, on nous a demandé que si les choses n'ont pas l'air d'avancer, il faut la démocratie, il faut le multipartisme. Mais écoutez, il faut coopérer avec les institutions financières internationales. Il faut mettre en place des grands programmes. Et voilà, on a tenté. On a même dit qu'il faut un groupe de gouvernement, des technocrates
des gouvernements des économistes, les gouvernements des juristes, les gouvernements des professeurs. Il faut même s'adapter aux objectifs du millénaire pour le développement. Aujourd'hui, on parle des objectifs de développement durable. On a tout tenté. Rien qui reste qu'on n'a pas essayé. On a tout essayé. Et le résultat, c'est la pauvreté la plus abjecte. Vous savez, cher ami Delphin, lorsque vous voulez monter un escalier, si cet escalier ne vous permet pas véritablement d'arriver en destination, il faut changer d'échelle, il faut changer d'escalier. On a travaillé sur base d'un paradigme occidental, parce que l'Occident croit que sa civilisation est le modèle idéal du monde, et qu'il faut mondialiser sa civilisation. Certainement que nous sommes en train de nous habiller comme les Occidentaux, en train de parler leur langue, en train de nous habiller, en train de construire des maisons comme eux, en train d'utiliser des politiques. Nous sommes en train de parler programme, etc. Ce n'est relève même la technologie. Hein. Toute la technologie, etc. Mais où est-ce qu'on en est? C'est la pauvreté, de pauvreté. C'est que très clairement, le paradigme, j'allais dire le modèle qui a été mis en place par les Occidentaux, c'est un modèle piège, c'est un modèle qui nous infantilise, c'est un modèle qui nous imbécilise. Et si nous sommes dotés d'un peu d'intelligence, nous ne pouvons que réfléchir pour faire autrement les choses. Tenez, avant que les Occidentaux n'arrivent, certainement que les Arabes sont arrivés au 7e siècle, après Jésus-Christ. Les Occidentaux, j'allais dire l'Europe, sont arrivés au 15e siècle. L'Europe aujourd'hui c'est 6 siècles, les Arabes c'est 14 siècles. Mais il n'y a pas de résultat en dehors de l'esclavage, en dehors de la traite négrière, en dehors de la colonisation, en dehors de la néocolonisation, où ils s'enrichissent. Et nous appelons ça le paradigme à rentabilité externe. C'est-à-dire que tout ce que Dieu nous a doté ici, ça leur appartient. Au lieu d'amener les résines, ne serait-ce que par modestie, pour transformer ce qu'ils sont en train d'extraire ici, ah non, ils amènent le brut, ils vont chez eux, et c'est là qu'il y a des industries, ils transforment, ils produisent des richesses, et ils trouvent de l'emploi pour leurs enfants. Mais nous, on reste pleurer, pleurnicher. Et tant que, Delphin, on n'aura pas un autre paradigme qui est fondamentalement en rentabilité interne, où nous avons nos propres technologies, où nous avons nos sciences fondamentales, où nous changeons notre système éducatif, où nous nous attaquons à la spiritualité qui nous a été importée, qui aurait pu véritablement nous aider à construire notre génie. Malheureusement, c'est une spiritualité qui nous a anéantis, qui nous a imbécilisés. Et si nous n'arrivons pas à reconquérir les héritages de nos ancêtres, parce qu'avant qu'ils n'arrivent, nos ancêtres vivaient, ils ont vécu 200 à 300 000 ans. Avant qu'ils n'arrivent, comment ils ont survécu? Quelle était l'organisation politique? Je termine. Quelle était l'organisation scientifique? Quelle était l'organisation spirituelle, etc. C'est que quelque part, nos ancêtres ont survécu, ils étaient même puissants 35 siècles avant l'ère chrétienne. Alors, nous devons, aujourd'hui plus que jamais, nous interroger les héritages que nos ancêtres ont laissés et quitter le paradigme occidental, aller dans la direction d'un paradigme fondamentalement africain et monter des stratégies qui nous permettent de véritablement affirmer notre autonomie. Tant qu'on n'aura pas fait cela, on peut changer 50 gouvernements. Il n'y aura pas de solution. Monsieur Norbert, parce que je vous comprends bien, donc l'Afrique est en train d'être recolonisée sous une autre forme, si je peux vous comprendre. Depuis l'arrivée, n'est-ce pas, de l'Occident au 15e siècle, jusqu'aujourd'hui, l'Afrique n'est pas libérée. Mais l'Afrique c'est faux. L'Afrique n'a jamais été libérée. Comment ça? Le paradigme occidental, non seulement il est en rentabilité externe, mais il agit comme un caméléon, pauvre en vitesse, riche en couleurs. Lorsqu'il y a la couleur verte, il prend la forme de la couleur verte. Lorsqu'il y a la couleur rouge, il prend la forme de la couleur rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a eu la révolution commerciale chez eux, ils avaient besoin des hommes et des femmes qui devraient travailler dans les plantations.
ils sont venus chez nous et ils ont piqué, ils ont arrêté, ils ont ligoté nos ancêtres de l'ordre de 200 à 500 millions de personnes. Vous savez que Madame Marès, qui était la femme, n'est-ce pas, de Cheikh Anta Diop, géographe de son état, professeur d'univers, et donc, lui, qui est géographe, nous dit que au XVe siècle, lorsque les Blancs sont arrivés, l'Afrique, qui était un seul pays, parce que nous avons été saucissonnés par la conférence de Berlin sur base d'une carte mal dessinée par des personnes qui n'ont jamais été en Afrique. Et donc, nous, on était 800 millions. Aucun pays à travers le monde n'avait ces chiffres-là. Mais lorsqu'ils sont arrivés et qu'ils avaient besoin des hommes et des femmes pour aller travailler dans l'implantation, eh bien, ils ont pris, ils ont arraché 500 millions de personnes. Beaucoup sont morts en cours de route, beaucoup ont été mis dans les caves, beaucoup se suicidaient en cours de route, etc. Et c'est comme ça que vous voyez des Noirs américains, vous allez dans les Caraïbes, à Guadeloupe, en Haïti, à Guyane, même en Nouvelle-Calédonie et même en Amérique latine, en Amérique du Sud. Vous trouvez au Brésil, Colombie, etc. Et donc, nos compatriotes qui sont allés et qui sont restés dans une situation d'esclavage. Et là, il y a eu esclaves de maison et l'esclave, n'est-ce pas, de champ. Après cette étape de révolution commerciale, il est venu l'étape où ils ont inventé l'industrialisation. Et c'était au XIXe siècle. Alors, comme il y a des industries, les industries peuvent travailler à la place des hommes. Qu'est-ce qu'il faut? Lorsqu'ils sont venus prendre nos compatriotes, ils ont remarqué que nous avions, n'est-ce pas, des matières premières. Et comme ils ont maintenant les industries, et donc, il est tout à fait normal qu'ils puissent avoir les matières premières qui sont les nôtres. Et c'est comme ça qu'ils ont mis en place la colonisation à partir de 1885, n'est-ce pas, lors de la conférence de Berlin. Et l'Afrique, qui était un seul continent, c'était une confédération de royautés, a été saucissonnée, a été divisée en morceaux. Aujourd'hui, on est à 54 États. Et pourtant, on n'était qu'un seul pays. Et donc, ils se sont divisés pour qu'ils se partagent nos richesses dans les coins et recoins de l'Afrique. Je m'excuse beaucoup. Diviser l'Afrique pour avoir le pouvoir sur ces petits États, oui. Une manière de régner encore. Donc, chaque État est la boutique d'un pays européen. C'est comme ça que, bon, la Belgique a pris le Congo, le Gabon, France, 15 pays francophones, pratiquement, n'est-ce pas, sous l'égide de la France, etc. Il y a des pays qui étaient derrière la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc. Alors maintenant, depuis un certain temps, dans ce schéma-là, ni les États-Unis, ni, n'est-ce pas, l'Union soviétique à l'époque, aujourd'hui c'est la Russie, etc., n'avaient été impliqués dans la colonisation. Et raison pour laquelle ils ont soutenu la conférence de Badin qui a eu lieu en Indonésie, où le pays du tiers-monde, Asie, Afrique, compagnie, etc., se sont retrouvés pour la décolonisation, pour l'indépendance. En fait, l'idée, n'est-ce pas, de ces hyper-impérialistes, ce n'était pas d'aider les Africains à avancer, mais c'est de monter une nouvelle stratégie où ils peuvent avoir une mise, peuvent avoir une emprise sur nos richesses. Raison pour laquelle on a parlé de l'indépendance ou de la décolonisation. Et dans ce schéma-là, ils partent physiquement, mais ils laissent des héritiers de la colonisation, ce qu'on appelle généralement les commissionnaires ou les intendants. C'est eux qui devraient s'occuper de l'intendance de ce qui représente le patrimoine de ceux qui ont divisé. Et donc, l'idée de parler de l'indépendance ou de la décolonisation, cette idée-là est fausse. Parce que les dirigeants que nous avons eus après les indépendances ont été des dirigeants qui ont joué le rôle des commissionnaires, ont été les dirigeants qui ont joué le rôle de courtiers. Les quelques rares qui se sont opposés pour affirmer notre leadership, pour affirmer notre indépendance, ces leaders-là ont été tués. Les Lumumba et les autres ont été victimes de leur patriotisme. Victimes de leur patriotisme parce qu'ils remettent en question le paradigme occidental, où ils viennent, ils puisent et ils rentrent chez eux. Mais vous, en tant que chef, en tant que dirigeant, ils vous soutiennent pour rester au pouvoir. Et vous n'avez aucun devoir de redevabilité vis-à-vis de votre population. Entre-temps, ils mettent en place des outils, n'est-ce pas, d'imbécilisation. La religion, pratiquement toutes les religions importées, où tout le monde prie à longueur de journée, croyant que c'est le Dieu des Occidentaux qui va sauver et qui est le chemin et la vérité. Oui. Or, Dieu, nos ancêtres ont vécu
avant les religions dites révélées, dites importées. Et donc, il y avait ce qu'on appelait Nzakomba, chez le Balouba, là, Vidi Moukoulou, les Maoeja, les Onyashongo chez les Tetela, les Nzambe Tulendo, Nzambe Mpongo. Nzambe Malamu. Alors, mais nous connaissions Dieu. Et ils sont venus pour inhiber, naturellement, cet état des choses. Raison pour laquelle, aujourd'hui, sincèrement, nous n'avançons pas. Parce que nous avons perdu notre génie, nous avons perdu notre système d'enseignement qui était ésotérique, nous avons perdu notre système politique et on s'est adapté à la démocratie occidentale. Or, cette démocratie, véritablement, est une démocratie piège. Aujourd'hui, nous ne savons pas quoi faire. Nous allons souffrir pendant longtemps tant qu'on n'aura pas des hommes et des femmes qui affirment notre autonomie, qui affirment notre génie propre, qui restaurent notre, notre histoire authentique. Et cela qui va permettre véritablement que nous puissions changer de paradigme. Voilà, M. Norbert Yamba, je vais revenir vers vous. Je salue déjà la présence de M. India Omari, comme déjà annoncé depuis le début de cette émission. Je vais lui donner la parole, le temps qu'il se repose un peu. Nous parlons ici d'un sujet très important, le programme de Samalou Kondé, les budgets chiffrés à 36 milliards d'ici 2023. Mais avant de parler de ces sujets, M. India Omari, j'ai commencé avec M. Norbert Yamba, comme il est panafricaniste. On a essayé un peu de parler un peu de l'Afrique. Mais avant que je donne la parole à M. India Omari, Albert Yuma, il a dit quelque chose ici. Si je suis votre logique, Albert Yuma qui dit les minéraux de la République démocratique du Congo, ce n'est pas les Congos qui bénéficient de ça, plutôt c'est les Européens. Donc, si je reviens à votre combat, donc Yuma quand même s'est montré courageux et il a compris que l'Afrique ou le Congo est toujours colonisé. Tout à fait, c'est une réalité indiscutable. Vous savez que l'Afrique détient un tiers des ressources naturelles du monde. Mais quand vous êtes en Afrique subsaharienne, c'est la pauvreté la plus abjecte, tout simplement à cause du paradigme occidental qui est à rentabilité instable. Et donc, ils ont un schéma. Lorsque vous partisez avec eux, vous faites leur volonté, ils prennent tous ces minéraux de prédilection, vous êtes démocrate, vous êtes un bon type, et vous pouvez continuer à gérer. Mais lorsque vous vous dressez contre eux, c'est à ce moment-là que vous devenez despote, dictateur, et qui visiblement doit partir. Donc Kabila était victime parce que à la fin, il avait donné aux Congolais un code minier que les Occidentaux n'étaient pas du tout d'accord. Alors, il était devenu une mauvaise personne, si je vous comprends. Non, mais écoutez, c'est vrai qu'il y a eu des attitudes, des résistances dans les chefs du président Kabila, mais écoutez, le code tel qu'il est là ne peut pas assurer le développement de la République. Le code minier ne laissait pas. Non, ça ne peut pas. Il y a des questions questionnantes, il y a des questions de fond par rapport à la gestion des minéraux. Okay. Tu vois, et la question des minéraux pose la problématique de transformation de nos matières premières. Comment transformer nos matières premières? C'est cela, ça veut dire qu'il faut avoir des technologies, il faut avoir des sciences qui nous permettent de nous approprier de nos matières premières. Et ces questions-là n'ont pas été posées. Ces questions-là n'ont pas trouvé de solutions. Nos universités sont des usines de production de chômeurs de luxe. Elles ne nous aident à rien, absolument rien. Donc, oui, on a discuté pour l'augmentation des taxes. Par rapport au code, encore qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il existe des avantages. Quand vous regardez l'article 29, qui demande qu'on puisse réaliser des avantages socio-économiques des noms de communautés ou de provenance des minéraux, eh bien, ce n'est pas opérationnel. Merci, monsieur Norbert Yamba. Je rappelle qu'il est cadre de l'UDPS, parti au pouvoir et aussi panafricaniste. Monsieur India Omari, je vais vous donner suffisamment le temps, malgré que vous êtes venu en retard. Monsieur India Omari, c'est vrai, nous allons parler du gouvernement Samalou Kondé, mais la première question, l'Afrique pleure. Pensez-vous que la politique que les Africains utilisent aujourd'hui, c'est une politique qui ne permet pas à l'Afrique d'évoluer? Bon, d'entrée de jeu, je voulais présenter des excuses aux téléspectateurs. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de nos sauts de moutons qu'on a mis actuellement, qui de plus en plus commence à déranger. Il y a trop d'embouteillages dans la ville. Actuellement, on ne sait pas pourquoi. Je présente aussi les mêmes excuses à vous, et ainsi qu'à
mon co-débatteur, mon grand frère Yamba Yamba, que je salue, un éminent co-débatteur, un éminent développeur, que j'ai beaucoup de respect vis-à-vis pratiquement de cette intelligence qui est encore raffinée. Et le panafricanisme, oui, c'est oui, ça devient un vocable un peu... bon, c'était intéressant, mais ça commence de plus en plus à déranger. Nous sommes pratiquement dans ces camps. Mais sur le plan international, ça dérange. Et il faut regarder les indicateurs diplomatiques pour voir ce qui se passe. Regardez, je vous donne un petit cas en matière de défense. On avait une opération ici, l'Artemis. Il y avait une histoire en Ituri, Ema et Lendu. Une guerre fracticide entre les Ema et les Lendu. À un certain moment, les Ema ont attaqué les Lendu. En fait, les Lendu ont attaqué les Ema jusqu'à les déloger. Mais quand pratiquement les Ema ont récupéré la situation, les Français sont venus comme mettre en scène pour s'octroyer la victoire au moment où c'était les Ema qui étaient en train de quadriller pratiquement toute la ville en fait, de Bunia et autres parties. Donc c'est la même chose. Quand vous regardez au Mali, en ce qui concerne la guerre, qui sont à l'avant-plan? C'est toujours les Africains, les Maliens. Regardez ce qui s'est passé, qui se passe actuellement. Vous avez vu, on a vu l'invisible, bon, je peux dire, les talents de l'armée tchadienne. On a vu les talents d'Idriss Déby qui a fait d'énormes victoires dans le cadre de la partie sahélo-sahélienne. Mais fin de fin, aujourd'hui, il est mort, il est enterré. Mais vous avez vu à un certain moment les Français. Macron a dit que, bah, écoutez, nous n'apprécions pas une histoire de régime, de prédation, mais nous sommes là pour la concrétisation de la transition. Ben, on a vu aussi chez nous en Afrique, au lieu d'abord par condamner l'acte, parce que c'est un coup de force ce qui s'est passé au Mali. En principe, l'Union africaine devait commencer par condamner l'acte. On a tué le président malien et ce qui vient de se passer, c'est un coup de force. Il fallait soit retour à la normalisation de la situation politique au Mali, à la constitutionnalité. Mais l'Union africaine n'a pas su en fait prendre une position par rapport à ça. Parce que vous voulez encourager la démocratie. Bon, la démocratie a ses normes. Mais comment arriver à une transition sans se conformer aux règles, aux normes de la démocratie, aux normes de la règle. On a vu l'absence de l'Union africaine pour prendre une position par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire l'Union africaine aujourd'hui, avec l'architecture, démontre à suffisance que non, il est dans les schémas de coups de force. Mais ça c'est fort parce que le président actuel, il vient d'un parti où règne la démocratie. Il a ses notions. Moi, je suis dans vous étiez, on était en train de parler de l'africanisme. Oui, il est le président de l'Union africaine. Voilà pourquoi je l'ai cité. Nous sommes en train, ici, nous sommes en train de broder. Oui. On analyse. Mais j'ai dit, par exemple, la première des choses, c'était de prendre l'Union africaine devait prendre une position dure par rapport à ce qui s'est passé au Tchad. Parce que pour la normalisation de la vie politique au Tchad, l'Union africaine ou la démocratie, c'est-à-dire que nous, en fait, arriver à consolider la démocratie, voilà les termes. En fait, en Afrique, l'Union africaine devait prendre une position. Donc vous avez senti l'absence de l'Union africaine par rapport à ces sujets-là? Aucun discours. Jusque-là, les États, il n'y a aucun discours
qui martèle pratiquement ce qui s'est passé là. Parce qu'on a tué un président de la République. Et on a installé pratiquement une transition des militaires. Des crises? Oui, c'est une crise ou quoi? Une transition où c'est l'autorité militaire qui, au fait, prend l'affaire. Mais M. Ndiomari, vous êtes la personne la mieux placée quand je pose cette question. Après la mort de Laurent Désiré Kabila, c'était presque la même chose. C'était Joseph Kabila qui est aussi un militaire par rapport à ces transitions-là. Et aujourd'hui, il est président. Peut-être c'est la même voie que aussi. Mais à l'époque, il y avait quand même une. Vous aimez trop comparer. Mais vous allez vous rendre compte... C'est de l'histoire, monsieur. Non, c'est ça, je vais vous aider. Il y avait une prise de position de l'Union africaine par rapport à ça, à ce qui est arrivé. Mon souci, c'est une prise... Il faut que l'Union européenne, l'exercice de l'Union africaine, prenne une décision, en fait, une position. Voilà. Parce que, bon, vous savez, écoutez, vous êtes en train de cochonner une histoire. Aujourd'hui, c'est comme si nous étions en train de copier. On copie ce que la France est en train de faire. Si la France dit que non, bah écoutez, moi c'est tel, bon, on s'aligne. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Parce que vous êtes en train de... Il y a cette histoire de vaccination. La France a dit, et les autres États de l'Union européenne, mais on n'a vu aucune autorité aller se faire vacciner. Mais on a laissé la population. Aucune. Pour un exemple, on devait voir. Aucune, les autres disent que non, bon, c'est au d'ici qu'on a piqué l'autre. Oui. On devait voir les nouveaux membres du gouvernement aller se pointer là-bas et on les pique. Dans l'absence d'une politique sanitaire, écoutez, ça s'est fait remarquer. Mon cher ami, nous sommes en train de vivre des choses. Il n'y a pas 2 ou 3 jours, on a vu quelqu'un, bon, en fait, un membre de famille qui s'attaque aux policiers. Bon, en fait, nous condamnons cela, nous condamnons cela. Et personne, si c'était India ou Papitamba ou Yves Kisombe, mais vous devez voir l'état des droits rapidement. Mais un membre de la famille, ça s'est fait. Il faut aller dans les zones minières, à Lubumbashi, à Kolosi. C'est comme ça, ce trafic. Les Zing-Zong est rentré, ce système des Nous, la presse, nous condamnons cela si tous les injures. Vraiment, tu peux aller injurier, je ne veux pas aller trop loin. Jusqu'à faire fâcher les gens. Non, non, s'il vous plaît, on est à la télé, il y a des termes. Et je pense que non, tous, on devait appuyer la réaction du général Kassongo, qui a demandé à ce qu'il porte plainte contre ces gens-là. Mais aujourd'hui, les procureurs qui devaient nous aider de l'Union sacrée, mais voilà les dossiers. Il n'y a pas les procureurs de l'Union sacrée, il y a les procureurs de la République. Attendez, n'attendez pas seulement qu'il y ait une affaire d'Henri Magie ou une affaire de l'autre, c'est les gars, en fait, c'est quoi les gars que vous veniez avec c'est comme si la justice aujourd'hui... Oui, c'est comme si aujourd'hui la justice est uniquement pour les gens du PPRD et FCC. Voilà. Oui. Attendez, monsieur. On a entendu les dossiers, par exemple, on parle aujourd'hui. Comment vous pouvez vous imaginer? On vient un type de droit de l'homme. La Biamba? Oui. Il vous dit, cher ami, que non, on a traversé avec 2 millions. Nous allons y arriver, ça c'est notre sujet. S'il vous plaît, monsieur Ndiomari, s'il vous plaît, nous allons y arriver. Monsieur Norbert m'a souffré un peu, je donne encore une minute. Il est venu en retard, souffré un peu, il va répondre à une question. Albert Youm a fait les dénonciations que les minéraux de la République démocratique du Congo ne bénéficient pas aux Congolais, plutôt c'est les Occidentaux. Selon vous, une preuve de courage ou il s'est senti coincé, il doit maintenant dénoncer parce qu'il y a l'état des droits? Bon, écoutez, je profite de l'occasion parce que je suis en face de mon aîné Yamba Yambaki. Nous avons travaillé beaucoup dans l'environnement et dans les secteurs miniers. Tu sais, l'environnement et les mines, ce sont des secteurs qui... ce sont des ressources environnementales. C'est pratiquement... et d'ailleurs, nous parlons de la biophysique. Oui, il y a la biodiversité, la biophysique. Ce sont les ressources qui sont en dessous du sol. Mais je vais vous dire une chose, que les carrés miniers, la cession de la GECAMINE n'a pas commencé avec l'événement de Mzee, ni de Kabila. Pour ceux qui nous sont en train de nous... Mais il faut remonter la filière avant. Et quand il y a eu d'abord
les départs des coopérants et après, en fait, des coopérants belges, quand il y a eu problème de contentieux belgo-congolais. Et en plus, il y avait l'inondation dans les usines de Chitourou, Kambove et ailleurs. Et bon, les techniciens, cette histoire des Katanga Kassaïens, je crois que le vieux connaît, on avait eu un problème de manque d'ingénieurs qui devait mettre fin à ça. Et à un certain moment, la Gécamine était par terre. Mouzé a trouvé la Gécamine par terre. Et avant Mouzé, avec Umba qui habite là, on avait déjà obtenu la scission de la Gécamine. C'est de là où que vous avez vu un homme comme Moïse Katumbi, qui a évolué dans ces secteurs avec les autres, qui ont obtenu pratiquement les carrés miniers avec les montages, par exemple, des choses comme TFM. TFM est venu en 96. Rappelez-vous, c'était avant l'événement de la FDL, il y avait Tenke Funguro Mining, il y avait Roachi Mining, il y avait Exaco du côté que je me rappelle encore avec... Donc Kabila a hérité ces systèmes. On a hérité ces systèmes, et puis le système a continué. Pourquoi? Parce qu'on voulait, même quand Kabila est arrivé, la Gécamine, il n'y avait plus de fumée. C'est Kabila qui a en fait, Kabila père, qui a mis des moyens pour relancer la Gécamine. Ceux qui connaissent mieux la problématique de la Gécamine peuvent se rendre compte quand Kabila est arrivé. D'ailleurs, la première réunion de Kabila à Lubumbashi, c'était à Mubunda Gécamine. C'est quand Kabila avait constaté, avant qu'il s'autoproclame comme président, il s'est autoproclamé comme président de la République dans le bureau de la Gécamine à Mubunda. Et quelques mois après, que Mouzé a relancé la Gécamine. Et pour la première fois, après plusieurs années, une dizaine d'années, il n'y avait plus de fumée. En fait, à Makomeno, j'ai encore une idée de l'époque. Et cette scission a toujours existé. Mais le problème, c'était quoi? 30 secondes. Ce qu'il a dit. Le code minier n'a pas servi à la nation. Effectivement, à cause des rentiers. Les rentiers, c'est ça le terme. Les rentiers sont nationaux et internationaux. Donc, qui bloquent. Parce que les codes miniers devaient nous aider dans le cadre, parce que le pays aujourd'hui vit des taxes et des impôts. Il ne produit pas. Il a bien dit pour dire que non, ce n'est pas seulement les mines qui est secteur porteur de la croissance économique. Il est secteur porteur de la croissance économique avec l'environnement, avec les hydrocarbures, avec un TIC. Donc il faut solutionner tout ça. C'est comme ça que non, avec Joseph Kabila, nous avons parlé de la diversification de notre économie. Nous, on a considéré que le secteur minier est rentable, mais ne peut pas à lui seul développer la RDC. C'est concret. Mais il peut avantager l'État aujourd'hui à avoir des capitaux nécessaires à créer une valeur ajoutée. Merci, le monsieur. pays a besoin aujourd'hui avec... Merci. Attendez, je termine. Le pays avec ces potentialités que nous avons. Oui. Il faut rendre ces potentialités à une valeur ajoutée. Mais pour rendre les potentialités à une valeur ajoutée, il faut des capitaux. Merci, monsieur Ndiomari. Et les capitaux, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et les capitaux, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est de mettre en valeur ces potentialités pour avoir les capitaux. Merci, merci, monsieur Ndiomari. Donc les minéraux ont... S'il vous plaît, monsieur Ndiomari, j'ai fait un effort pour que je puisse équilibrer l'émission. Vous avez suffisamment parlé, vous avez payé tous les arriérés, maintenant on peut évoluer. Non, mais alors payer les arriérés, c'est pas normal, parce que moi aussi, je suis venu ici, tu m'as distrait dans un autre domaine qui relève du panafricanisme, mais là, vous allez aussi me donner le même... Pas de problème, je vais vous donner le temps, parce qu'il a parlé de panafricanisme, et puis il a évolué avec l'actualité, il vous a rejoint. Monsieur Norbert Mbayamba, vous pouvez recadrer les choses si vous estimez, mais allons à l'actualité. Vous avez présenté un programme du gouvernement, Sama, mais ce qui a étiqué plutôt plusieurs personnes, c'est le montant des budgets que vous avez mis en place. Est-ce que c'est là? C'est du sophisme? C'est là, c'est de l'utopie? C'est de la poudre aux yeux que vous vendez aux gens? Comment vous allez faire pour arriver à 36 milliards, 12 milliards, 12 milliards, 12 milliards? Comment y arriver? Non, on n'est pas ici pour contredire
on est en train d'échanger, c'est un débat. Il y a des choses irrationnelles et axiomatiques qui se dégagent sans beaucoup d'efforts. Okay. C'est pas parce qu'on est opposition qu'au pouvoir, etc. Il y a des scientifiques sur une table, je pense qu'il y a des choses pour lesquelles nous pouvons partager, il y a des choses pour on peut apporter des nuances. Mais je voudrais profiter effectivement de la présence de mon frère India Omari. Ça fait un bail, je ne l'ai pas vu. Je suis venu ici parce qu'on m'a dit que tu venais, et donc je dis, je vais lui faire quand même plaisir. Hein. Et voilà. Certainement, je suis content de vous revoir. J'ai un petit souci de santé, mais j'ai été même évacué. Bon, au nom des ancêtres, vous êtes guéri. Ok. Amen. Mais je voudrais apaiser quand même mon frère lorsqu'il a dit qu'il arrive en retard à cause de ce bouton quand même. Soyez galant. Moi aussi j'étais en ville, au contraire ça roule sans beaucoup de difficultés, etc. Je sais que mon frère il a beaucoup de choses, beaucoup de chair à fouetter. Il est peut-être venu en retard et ça justifie, mais il ne faut pas confier la responsabilité au gouvernement par rapport à ça. Quoi. Les seuls moutons, bien au contraire, viennent arriérer Attends. La circulation. Je partage avec lui même avis sur la question de base militaire, les différentes opérations qui sont organisées, Artemis, Barkhane, toutes ces opérations-là sont des opérations impérialistes qui ont tendance à envenimer la situation chez nous pour que nous soyons davantage imbécilisés et qu'ils profitent au maximum de richesses. Ils ne viennent pas pour mourir pour nous. Et ils viennent généralement dans des endroits où il y a des minéraux stratégiques. Au Mali, vous savez qu'il y a l'uranium, vous savez qu'il y a l'or, vous savez qu'il y a du diamant. Et donc, c'est pas parce que les gens veulent. Quand vous quittez le Mali, même désert là, vous allez vers le Niger. Il y a l'Areva, non? Areva, c'est la plus grande société. Aujourd'hui, la France est le plus grand producteur d'uranium. Or, il n'a même pas une graine d'uranium, etc. Il va encore revenir à Nitouri, vous êtes et donc, la question de base militaire, nulle part au monde, et je vous parle comme panafricaniste, nulle part. Allez aux États-Unis, allez en Amérique latine, même en Asie aujourd'hui, il n'y a pas de base militaire. Et lorsqu'on est en Corée, certainement que les Américains sont dans une sorte de coopération, mais les Coréens sont en train de développer leur technologie pour affirmer leur autonomie. La même chose pour les Japonais, etc. Mais les bases militaires chez nous, où tout le monde s'invite, à Djibouti, vous avez les Américains, vous avez les Français, vous avez les Chinois s'ajoutent, les Turcs, etc., les Britanniques. Aussi tout près de Gabon ici, vous avez les bases militaires, au Tchad, des bases militaires. Notre frère qui vient de mourir, Idriss Déby, en fait, c'était le soldat, les sous-traitants des Français, etc. Tu vois, donc c'est un peu ça. Et alors, parce que peut-être qu'il n'a pas donné libre cours à la rébellion de pénétrer en Centrafrique, bon, il faut le punir aussi. Hein. Il y a toute une complexité de ces choses-là. Et si on ne comprend pas, et la classe politique est distraite sur des choses de banalité, etc., il y a des questions. Il y a les diamants. Il y a les diamants. Il y a les diamants à grande quantité, vous savez. Et donc, sincèrement, par rapport à la question de base militaire, je partage avec India son analyse, etc. Et d'ailleurs, c'est le rôle du livre que je dois pouvoir publier dans 2 mois. Mais j'apaise mon frère quand il dit Nyambari, discours de l'Union africaine, le président de la République du Congo, qui est président de l'Union africaine, s'est exprimé en N'Djamena, en face de Macron, en face, n'est-ce pas, de l'actuel président de la République. J'ai visionné même ce discours ce matin. Il a parlé du retour à l'ordre institutionnel. Certainement que cela n'a pas été suffisamment relayé par la presse, relayé par d'autres chefs d'État, et il a raison. Pourquoi tout le monde doit se taire? On nous pousse à la démocratie, on nous pousse à un ordre institutionnel. Il y a un coup d'État, il y a un président de l'Assemblée nationale qui est censé remplacer le président. Entre-temps, chez le président de l'Assemblée nationale, ça a été saccagé par les militaires. Et pourquoi Macron est arrivé à N'Djamena? Pourquoi il s'est invité? Il a quel statut? Pourquoi même le nouveau président doit aller à l'ambassade de France pour faire je ne sais pas quoi?
Ça, ce sont des questions questionnantes qui nécessitent que les Africains, cette génération, s'interrogent par rapport à... Une minute. Ah non, non, c'est pas une minute. Il n'y a pas de zigzag. Voilà. Chacun endosse la responsabilité. S'il te plaît, India, okay. Omari, India Omari, tu es ici. Tu as un enfant qui est allé voler. Et puis parce qu'il a été volé, j'avais dit qu'India est voleur. Ou c'est India qui l'a envoyé voler? Non, India. Relativisons. Vous êtes un scientifique, ne tombez pas dans les choses beaucoup plus élémentaires. Justice, oui, mais on est en train de construire cette justice. Je ne voudrais vraiment pas faire la comparaison. Mais lorsqu'on fait la comptabilité, en termes des aides qui sont posées aujourd'hui, et par rapport à la situation antérieure, non, nous voulons faire la continuité. Mais nous voulons améliorer la continuité. Nous sommes des réformateurs. Nous ne sommes pas des révolutionnaires, mais nous sommes des réformateurs. Nos frères aussi ont travaillé. Pourquoi pas? Il a parlé de la question d'environnement, ils ont quand même amené des choses plus haut, pourquoi pas ne pas reconnaître. Mais nous sommes en train véritablement d'affirmer notre leadership par rapport à cette question. Est-ce qu'il y a discrimination? Moi, j'ai dit la personne qui a été arrêtée, c'est le directeur du cabinet du président de la République. Le premier. Non, mon cher ami, on va établir un état de droit. Il faut que ça touche tout le monde. Je voudrais, pour terminer en disant que les budgets, oui, 36 milliards. Oui. Vous faites rêver les Congolais, trop de promesses, mais non, mais vous n'avez pas réalisé. Il a voulu prendre un raccordement frauduleux en faisant une comparaison de l'époque Mobutu, l'époque Kabila par rapport au comptant de Joan Venture. Non, attention. Ici, il y a des gens qui se sont invités, dont on a saucissonné la GECAMINE. On a saucissonné la GECAMINE à plusieurs entreprises. Le problème n'est pas là. On peut même libéraliser le secteur. Mais le problème se pose au niveau. Combien nous obtenons? Ce qu'on obtenait avec la GECAMINE et ce qu'on obtient avec autant d'entreprises qui ont fait l'objet des saucissonnements. Avec qui nous avons signé le contrat? Et M. Yuma, et c'est là justement la pertinence de sa déclaration pour dire, ceux qui sont venus négocier avec nous ne sont pas des hommes et des femmes qui avaient des capitaux, ils sont allés sur les marchés, n'est-ce pas, internationaux, négocier avec les vrais acheteurs. Et ils ont revendu. Vous achetez quelque chose à quelques millions, mais vous allez le revendre à des centaines de millions. Ce n'est pas correct. Mais quelqu'un ajoutera que ça ne se fait pas, ça ne s'était pas fait de manière ignorante, parce qu'il y a une complicité, n'est-ce pas, de l'élite politique qui visite véritablement à organiser ce marché qui visiblement apparaît comme des contrats léonins. Merci, M. Yamba. Alors, je vais revenir. Le budget. Je termine. 30 secondes. Vous avez pris tout le temps. Non, mais pas parce qu'il a pris. Non, 30 secondes. Mais comment je vais répondre? Une minute. Vous savez, dans ce pays, nous sommes une génération dans beaucoup d'ambition. Des gens qui veulent partir de l'utopie. Et ça, c'est la vocation de l'IDPS, dont le président actuel hérite comme vision, comme dynamique programmatique. On a tendance à avoir peur de dire, mais nous pouvons même avoir un budget de 10 milliards. Et tout le monde, un tollé général. Attention. Moi, mais c'est une devant accepter d'ailleurs, c'est mon frère, j'allais dire mon jeune frère, mais on est des amis ici. Et donc, et j'ai travaillé avec la Banque mondiale dans la province, l'ancienne province du Bandundu. Vous savez, Delphin, on produisait dans la province, toutes les 4 provinces, tous les 4 districts, 30 millions de francs congolais. Ça représentait 30 000 $. Et pourtant, il y a des sociétés forestières, à gogo, etc. Alors, la banque a appuyé. Et l'appui a apporté naturellement pour digitaliser les différents sites de mobilisation des recettes. Et quand on a numérisé, on a mis l'appareillage informatique, on est allé de 30 millions le premier mois à 400 millions de francs. Le deuxième mois, on est allé à 700 millions jusqu'à atteindre 1 milliard. Dès qu'on a vu qu'il y avait traçabilité, on pouvait bien contrôler comment l'argent est entré, où est-ce qu'on en est, etc. Ils ont saboté les machines. Et on est venu, les machines n'étaient plus opérationnelles pour revenir, n'est-ce pas, à l'approche manuelle. Tout simplement. Et on a descendu d'1 milliard de francs. Et vous savez, on est descendu, comme par le passé, à 50 millions de francs congolais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'argent dans ce pays. Mais il faut avoir la volonté.
Mais pour avoir la volonté, il faut requinquer les différents services de dissuasion, comme l'inspection générale des finances, comme la Cour des comptes, comme les cours tribunaux, les parlementaires qui doivent implémenter, naturellement, je me suis beaucoup, les différents secteurs de la vie nationale, etc. La société civile devient un héros aussi professionnel. L'agence de renseignement devenir une agence d'intelligence. Et donc, les journalistes affirmer véritablement les quatrièmes pouvoirs. Et si on met en place un système de surveillance mutuelle, on va drainer, regardez des millions. Regardez comment on peut ramasser les 2 millions comme ça. Voilà, merci. Monsieur India Omari, vous avez suivi, vous n'êtes pas un Congolais de moi. Alors, le Premier ministre, Samalou Kondé, un technocrate, il a lancé un gouvernement de warriors avec un souhait d'un budget de 36 milliards jusqu'en 2023. Voyez-vous, c'est là une mission impossible? Bon, en ma qualité d'analyste, je ne peux pas aujourd'hui m'hasarder à faire une analyse sur les gouvernements actuels tant que je ne l'ai pas encore vu à l'œuvre. Je pense que non, je suis dans l'obligation de prendre des réserves par rapport pour ne pas faire des petites erreurs. Mais j'ai suivi le programme est un peu léger. Pourquoi j'ai dit le programme est un peu léger? C'est qu'il y a trop de littérature. Tu sais, on dit programme du gouvernement. Donc ça doit être une planification et programmation. C'est-à-dire, on dit, nous allons faire des actions à court, à moyen et à long terme. Nous allons commencer par ça, et avec les budgets, par exemple, nous sommes au milieu de l'année, il y a le budget qui est déjà voté par l'autorité budgétaire. Et voilà, nous allons nous concentrer sur, par exemple, sur l'armée. Comment faire de notre armée une armée dissuasive. Et il faut avoir d'abord l'entendement, par exemple, de la question de l'Est. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Apparemment, chacun a ses idées. Le gouvernement aujourd'hui n'a pas encore, même le gouvernement que j'ai suivi là, quand il dit non, on est arrivé à dire on va remplacer au fait l'administration civile par l'administration militaire dans certaines provinces. Ils ont même cité le Haut-Katanga, Tanganyika, Ituri, tout ça. Il y a aussi les actions, plus de 300 et quelques actions. Je suis en train d'aller. Et il parle de 410 actions. C'est-à-dire, c'est toute une année. Et or, nous sommes déjà à la moitié, 400. C'est-à-dire que non, le gouvernement devait commencer déjà à poser une action, au moins une seule action tous les jours, sur les 400. Donc, la rationalité. Il n'y a pas de rationalité. J'ai lu le programme comme tout analyste. J'ai compris que non, écoutez, et puis il y a aussi Ditoyi Boyi, il y a aussi, bon, nous l'avons déjà reproché. Heureusement, on avait déjà compris. C'est mon premier tweet qui a bougé pratiquement les gouvernements ici, parce que j'avais dit, c'est impossible. C'est pas le président qui s'assume devant l'Assemblée nationale ou devant le Parlement, c'est le Premier ministre et son gouvernement. Mais on nous a présenté des trucs où, quand vous regardez les programmes du gouvernement Ilunga Ilunkamba avec 15 piliers, mais avec ce qui se passe, c'est du colmatage, vous allez regarder. Mais ça, on nous parle aussi de 15 piliers, mais 4 axes. Mais je dis ceci. Je ne peux pas aujourd'hui m'hasarder à faire une quelconque analyse pour dire, bon, sur cette main d'emblée, je vois déjà que non, il y a quelque chose qui risque de ne pas marcher. Là, vous devenez un prophète des malheurs. Non, je dis, il y a quelque chose qui risque de ne pas marcher. Je vais rentrer un peu en arrière. Je ne vais pas aborder la question du gouvernement aujourd'hui avec son programme. Nous l'avons demandé, nous avons demandé à ce que on autorise les fonctionnements du gouvernement par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, comme la hausse des prix. Les transports aujourd'hui se négocient à des circonstances pour aller à Lemba à 7 heures. Mais c'est terrible, il faut avoir 5 000. Mais le gouvernement est déjà là, le ministère de l'économie. Non, vous savez, c'est pas facile.
Les gens, c'est d'abord, si vous voulez l'efficacité du gouvernement, c'est d'abord l'administration. Il faut passer par l'administration. Il faut des gens. C'est bien beau de dire des warriors. Les warriors, on les voit au travers. Vous avez appelé certaines personnes ici des technocrates. Mais technocrates par rapport à quoi? Ils ont déjà travaillé où? Parce qu'ailleurs, on commence par l'administration. Je peux comprendre, lui et moi, nous avons commencé par ATB1, ATB2, jusqu'à tel point nous sommes arrivés des chefs de bureau, des directeurs, des chefs de division, des directeurs, pour devenir plus tard des directeurs généraux. Mais, warrior, mais il faut avoir les capacités administratives qui peuvent vous permettre d'être plus efficace, même dans le travail, efficience. Parce qu'on n'a pas vu le profil de ministre. Bon, nous avons les Aminata, nous avons les Mouyaya. Je cite les noms, c'est ton ministre. Je ne vais pas entrer. Mouyaya, c'est mon jeune frère que j'aime bien. Profil, parce que nous voulons relever les défis. Non, il ne faut pas comparer Mouyaya avec les autres, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, on ne peut pas arriver à ça. Il ne faut pas comparer Mouyaya. Mouyaya, c'est un garçon, il a le talent. Il ne faut pas comparer avec les autres. Non, attention. C'est clair, monsieur. Nous sommes ici dans un débat scientifique. Évitons qu'on plonge dans un journalisme aveugle, des fanatismes. Nous ne sommes pas sous les bois alimentés ici pour commencer à faire des slogans qui n'ont pas de contenu. Il a parlé tout à l'heure de la vision. Nous, à l'époque, on pourrait présenter 5 chantiers comme une vision. Et les gens à la cité avaient, même un analphabète, il pourrait dire que 5 chantiers, même un Chinois, il pourrait parler de 5 chantiers, de eau, électricité, tout ça. Aujourd'hui, la vision, c'est laquelle? Vous ne sentez pas la vision? Mais il n'y en a pas. Ok. Merci. Attendez, je suis en train d'aller... 5 secondes, monsieur. Oui, cher ami, nous avons toujours dit que la RDC, heureusement, il vient de dire, de reprendre ce que j'avais dit. La RDC a toujours été... Nous sommes en train de voir depuis un certain moment, il est sous-traité. Sous-traité. Quand vous voyez les indicateurs diplomatiques, ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme si on a pris de la dignité. Bon, écoutez, Kenya, l'armée kenyane, quand vous regardez le profil de cette armée, avec El Shabab, avec ce qui s'est passé dans le temps vous avez appris les histoires de Braise, tout ça. Mais quelle garantie qu'elle a cette armée? Oui, il a bien dit l'africanité ou l'africanisme que nous pouvons dire. Regardez, cher ami, je préfère, les seuls soucis, ça je suis en train de dire à mon grand frère, si nous voulons gagner cette guerre-là à l'Est, ayons les mêmes entendements. C'est une guerre exogène. Et qui sont les auteurs intellectuels de cette guerre? C'est la question qu'il faut se poser. Et les deux, nous pointons la communauté internationale avec tout ce qui se passe pour l'exploitation. Tu l'as dit, moi j'ai dit aussi la même chose. Pourquoi on traîne les pieds? Kabila n'est plus là. L'embargo sur la vente, sur l'achat des armes en RDC. Si le président de la République aujourd'hui peut insister sur ça, c'est l'unique voie qui peut nous permettre de gagner la guerre à l'Est. Pourquoi je dis ça? L'armée américaine est allée en Afghanistan. Ce n'est pas l'armée de terre qui a gagné la guerre. C'est la force aérienne. On est allé à chose. La Russie a gagné la guerre. On a encerclé Assad par les Américains et les autres. Mais c'est la Russie qui a frappé. Merci. Et pour reprendre la totalité de la Syrie. Merci. Chers frères, ce qui se passe aujourd'hui au Mali, même le Tchad que nous sommes en train de dire, qu'il a fait un travail énorme en République centrafricaine, parce que j'étais aussi là. Mais c'est l'armée. Les jours où on nous permettra d'acheter les armes, la guerre là va finir. Merci, monsieur Dormari. Écoutez, monsieur Dormari, s'il vous plaît. Une minute, je termine. 2 secondes. On ne peut pas. Nous avons une armée invincible. Vous savez que nous avons frappé à un certain moment Moutebousi, les Rwandais, jusqu'à Gitarama. Nous sommes rentrés jusqu'à Gitarama. S'il vous plaît, merci. Donnez des moyens à cette armée. Monsieur Norbert. Vous allez voir comment la performance de cette armée. Merci. Monsieur Norbert Bayamba, vous êtes au pouvoir.
les inquiétudes de M. India, il veut que vous puissiez réussir. Mais apparemment, les moyens que vous utilisez semblent ne pas être efficaces pour relever les défis. Les défis sont là. Pensez-vous qu'avec les moyens que vous utilisez, le peuple congolais sera en mesure de dire oui, vous avez fait quand même un effort? India Omari, le pays vous a beaucoup donné. Et nous avons besoin de votre intelligence. Vous êtes un politique doublé de facultés scientifiques. Il faut être utile. Ne tombez pas dans un débat de pourriture intrinsèque, où il y a guerre entre FCC, la Mouka, Crash, etc. C'est un débat de bas étage. Et en venant, je me dis, avec Omari, on a toujours partagé les points de vue. Aujourd'hui, on va élever le débat. Mais là, on est en train de chercher à faire un checking pour savoir qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui va. Et on approfondit véritablement des questions qui peuvent ne pas véritablement aider la société d'avancer. Programme léger. Non, le programme n'est pas léger, mon frère. C'est un débat fondamentalement intellectuel. Dans une présentation publique à l'Assemblée nationale, on présente une synthèse. Mais le programme lui-même a des annexes. Vous allez voir le cadre logique, vous allez voir le chronogramme, et dans ça, vous avez tous les détails. Vous avez tous les détails, M. Ilia. Et donc, soyez apaisés, prenez les documents, il est volumineux. J'ai les documents. Et donc, malheureusement que vous n'avez pas encore terminé à lire, sinon vous aurez pu voir les chronogrammes. C'est où? Cependant, Page. deuxième chose, 410 actions. Et même si ils comptabilisent en disant, si une seule action par jour, donc on est au-delà, n'est-ce pas, du délai qui nous est. De votre mandat. Attention, attention. Nous avons fait un planificateur, l'un des meilleurs qui existe en Afrique. Les actions peuvent être programmées, mais il y a des actions qui peuvent être réalisées le même jour. 50 actions, parce qu'il y a plusieurs acteurs et on joue la partition. Le ministre de l'Intérieur, notre ami de l'environnement, la conservation de la nature. Et donc, c'est le concours de toutes ces actions-là. Et alors maintenant, quand il s'agit de réaliser une action, chacun va jouer sa partition. Tel ministre, parce que c'est une question d'économie, même si ça se coïncide le même jour, ce n'est pas un problème. Donc, il ne s'agira pas d'attendre que le ciel tombe le jour pour qu'on puisse réaliser une action. On peut concourir véritablement dans une mise en œuvre de plusieurs actions à la fois. Ça manque de rationalité. Et d'ailleurs, c'est une copie-collée de 15 piliers d'Ilukaba. Même si Ilukaba n'a pas pris le temps de pouvoir expliquer un peu ces piliers-là. On dirait que lui-même n'avait même pas la maîtrise de ces piliers. Et je voudrais confirmer à mon frère Inda, qui connaît d'ailleurs, et il est fait sciemment, que les 15 piliers relèvent véritablement des objectifs de développement durable. Et donc, tout gouvernement, encore comme nous faisons les mimétismes, sans commencer par le gouvernement Ilukaba, il faut se référer. Et je suis avec lui d'accord dans cette approche révolutionnaire. Il faut quand même qu'il y ait un peu d'innovation. Parce qu'on a parlé des objectifs de développement durable, et donc il faut se conformer. Ah mais non, nous pouvons aussi, au regard de notre situation, sur base d'une unité d'observation, dégager un certain nombre d'actions qui ne correspondraient même pas. Mais ça peut concourir. Donc, je voudrais également dire que les administrations publiques, certes, on en a besoin, et aujourd'hui, je fais office de consultance par rapport à cette question. Il y a des institutions financières internationales qui sont déterminées à aider le gouvernement de la République pour la mise en place des administrations. Et ces administrations dans toutes les provinces. Et c'est moi qui pilote naturellement cette thématique. Quand cela ne tienne, il peut aussi, son inquiétude est fondée, il faudrait que ceux qui aujourd'hui ont été recrutés comme des warriors prouvent qu'ils sont véritablement des guerriers et qui sont capables d'aller vers... Merci. D'aller mourir sur les champs de bataille, et mourir sur les champs de bataille suppose assassiner la pauvreté. Merci, monsieur Yamba. Quelle est notre vision? Ce n'est pas la répétition à la manière du FCC, s'inquiéter. Non, nous c'est le peuple d'abord. Tout ce qui concerne le peuple, ses problèmes, ses préoccupations, ses souhaits,
C'est ce qui constitue notre engagement. L'eau et l'électricité. Merci, tout à fait. Merci, monsieur Norbert Mbemba. Il nous reste 1 minute, s'il vous plaît. Issa Makanzou, pardon. 30 secondes, et 30 secondes comme on est à la fin. On retient quoi? Monsieur Mbemba, il est de l'UDPS. Il vous apaise que le pouvoir travaille, le peuple d'abord. Moi, je pense que non, on doit commencer par faire l'émulation sur les Congolais. Quand on est chef, on commence par faire des émulations sur les Congolais. La problématique de l'Est, je répète encore, aura des solutions sur ce plan. Donc nous devons avoir un même entendement sur cette question. Vous voyez, au lieu de nous jeter des balles, comme j'entends, oh, tel parlementaire a dit que non, c'est tel, c'est vous là, tout ça. Donc il faut qu'on évite, qu'on se mobilise. Même pour le moment, ce que je suis en train de dire à mon aîné, Yamba Yamba, c'est que les chefs doivent faire un effort de fédérer l'ensemble de la République, de la communauté. Merci, monsieur. Pour permettre à ce que les libres penseurs comme lui, comme moi, que nous allions. C'est par exemple ce que je viens de te dire. Pourquoi on a la communauté internationale? C'est-à-dire que non, il faut pointer ce qui se passe actuellement en RDC. Il faut pointer la communauté internationale. Il ne faut pas se laisser être sous-traité par la France. Merci, monsieur Mbemba. Parce que la France, il utilise encore les... On est dans la fin, monsieur Mbemba. S'il vous plaît. Monsieur Mbemba, 10 secondes. Ce sont les indices d'un régime qui a vraiment privatisé la parole et en fait... 10 secondes, 10 secondes. Et donc, je voudrais simplement apaiser... Je veux que vous puissiez travailler. 10 secondes. Je voudrais pas apaiser mon frère India qui a fait un bon diagnostic par rapport à la problématique de l'Est. Mais je lui ajoute en disant que la guerre de l'Est, c'est une guerre de convergence d'intérêts à 3 niveaux. Vous avez les vautours internationaux qui véritablement organisent la récurrence de cette guerre. Et qui alimente la guerre. Vous avez les sous-traitants. La guerre qu'on appelle vous avez les sous-traitants de la sous-région qui sont nos voisins et vous avez des complices internes. Et c'est cette convergence d'intérêts qui fait que la guerre véritablement... Maintenant, est-ce qu'il y a une volonté? Une seconde. Est-ce qu'il y a la volonté? Oui, il y a la volonté de prouver, de construire notre autonomie. Le président est parti de 11 000 militaires à 21 000 militaires. Le président a acheté du matériel. Le président a encore pour cette sur ces plateaux, j'étais avec M. Norbert Mbemba, cadre de l'UDPS, panafricaniste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également de notre côté, M. India Omari, cadre du PPRD. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Abonnez-vous sur notre chaîne Magazine au Centre TV. Nous sommes là pour vous. Au revoir.